Madame, Monsieur, bonjour. Rebonjour Denise, rebonjour Henri-Paul. Bonjour, M. Attier. Bonjour, M. Attier. Eh bien, nous voilà à notre avant-dernière émission. Et pour cette émission, nous allons parler, comme je vous ai promis la dernière fois, du titre. Nous avons tant bien que mal dessiné, peint, verni, encadré, montré la composition et tout et tout. Le tableau est fait, il est verni, il est encadré. Là, nous allons l'exposer. Mais avant de l'exposer, il faut faire notre catalogue et il faut lui donner un titre. Donc, ça va être aussi le titre de notre émission d'aujourd'hui. Comment choisir son titre? Sur quoi on se base? Qu'est-ce qui va nous guider au choix de tel titre sur un autre? Alors, il y a des éléments que chaque peintre devrait bien connaître. Mais avant d'aller plus loin, et pour ne pas être compressé par le temps, j'ai 2 lettres ici auxquelles j'aimerais bien répondre. Je répondrai à Gabi Jobin qui me demande: doit-on peindre les ombres d'abord? Mais bien sûr, on commence une peinture, vous avez le dessin. Par où faut-il commencer? Il faut, évidemment, vous ne pouvez pas commencer par peindre les lumières, parce que déjà toute votre toile est lumineuse. Allez-vous mettre de la lumière sur de la lumière? Allez-vous mettre du blanc sur du blanc? Vous revenez en arrière jusqu'à Malevich, qui a fait un carré blanc sur un fond blanc. Ça ne représente rien. Alors, mais bien sûr, Gabi Jobin, vous allez commencer par peindre les côtés les plus sombres. Un petit exemple ici, quoique je l'ai ici, non pas pour répondre à la question, mais il se trouve, mettons que vous avez un tableau comme ceci, il y a des valeurs claires et il y a moins claires et il y a des valeurs sombres. Alors, il faut toujours commencer, quand vous allez mettre vos tâches, par les côtés les plus sombres, n'est-ce pas? Mais quand vous mettez un côté sombre ici, à ce moment-là, vous pouvez mettre à côté une autre couleur. Mais on commence toujours par mettre les plus sombres et ensuite, on arrive en tout dernier lieu au plus clair. Voici, je crois que j'ai répondu à votre question. Chantal Dupéré me demande: enseignez-vous d'après le programme de l'École des Beaux-Arts de Paris? Eh bien, en art, il n'y a pas de programme spécifique. Que ce soit l'École de Paris, de Londres, de New York, de Montréal, c'est comme dans les cuisines, un cuisinier. Qu'est-ce qui fait la notoriété d'un restaurant? Ce n'est pas le nom, ce n'est pas le titre affiché. On revient au titre. C'est le cuisinier, c'est tout, n'est-ce pas? Et dans une école, c'est le prof qui fait l'école, n'est-ce pas? Et les programmes, chaque peintre, chaque professeur a son programme. Il a ses conceptions aussi. Et quand l'élève va venir à telle école, il faut que ses aspirations conviennent avec les aspirations et la personnalité de son professeur, pour qu'il y ait un petit mariage tous les deux. Bon, alors non, moi je n'enseigne pas selon le programme de l'École des Beaux-Arts, mais j'enseigne selon ce que les professeurs de l'École des Beaux-Arts, de la Grande Chaumière, l'Académie Colarossi m'ont appris. Voyez-vous? Ce qui change tout. Donc, on attaque notre sujet. Comment choisir un titre? La chose la plus facile dans une peinture, c'est la signature. Et ce qui devrait être encore plus facile, c'est le titre. Donnez n'importe quel titre, pas d'importance. Le titre, au fond, doit désigner en peu de mots l'élément le plus représentatif et le plus caractéristique du sujet. Oui, M. Attier, ça me fait penser. À quoi? Moi, j'étais allé au musée à Paris, Oui. de Marie-Antoinette. Puis, j'ai vu une peinture de Picasso, Oui. qui représentait une femme. Elle était accroupie. Puis devant elle, il y avait une mare d'eau, de liquide. Oui.
Je me suis approché, j'ai regardé le titre, c'était marqué La pisseuse. Eh ben oui, oui. Écoutez, là, je répondrai à votre question un peu plus loin parce qu'il y a dans les titres que je vais donner, généralement ceux qui sont employés, j'ai toutes sortes de titres. À ce moment-là, je vous dirai comment ça se passe. Comment ça se passe? Lui, c'est Picasso. Il peut se permettre tout. Ben oui, Lui. Picasso. Mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas se permettre de faire la même chose. Alors, le plus représentatif et le plus caractéristique du sujet, ça tombe exactement sur ce que vous dites. Ça représente quoi? Une femme accroupie et puis une mare d'eau et il l'appelle la pisseuse. C'est très représentatif, disons-le, n'est-ce pas? Oui, et pourquoi pas? C'est son œuvre, c'est son titre, il donne le titre. Il a fait ça. Bon, il a raison, surtout si c'est Picasso. Alors, maintenant, le titre que vous choisissez, évidemment, vous n'allez pas le choisir avant de faire votre tableau. Le titre suit l'exécution. Il ne la précède pas. N'est-ce pas? Et comment choisir le titre? Il ne faut pas choisir des titres ronflants, surtout. Simplicité, on dit que l'art, c'est simplicité. Et quand on choisit ces titres, il faut choisir les sujets les plus simples. Comme, par exemple, ici, j'ai ce tableau, c'est pour vous donner un petit exemple. Ça représente quoi? Un vase de fleurs, et ça représente aussi quelques fruits. Qu'est-ce qu'il faut employer, quel titre il faut donner à ce tableau, si c'était vous? Vous diriez quoi? Ça c'est un vase de fleurs? Ou peut-être... Ou nature morte aux fleurs, nature morte aux fleurs. Des fleurs aux pommes ou n'importe quoi? Eh bien non. Voilà comment il l'a appelé, lui, Cézanne. Il a regardé, il a trouvé le plus représentatif, ce qui frappe le plus. C'est ce vase qui est là et la couleur bleue, et il l'appelle le vase bleu. Le vase bleu. Quand on dit le vase bleu de Cézanne, on ne pense pas, on pense à ce tableau, mais on ne l'a pas indiqué par vase de fleurs ou nature morte ou composition ou quoi que ce soit. Le vase bleu. Donc, le plus représentatif dans l'objet. Vous avez fait un paysage. Vous dites paysage, d'accord, mais il faut le représenter. Il faut encore lui donner, attribuer quelque chose de plus réaliste. Et c'est pour cela que je vais vous montrer trois reproductions qui sont tirées du livre de Bonnard. Bonnard est un des plus grands peintres du XXe siècle. Ici, vous avez une reproduction d'un tableau de Bonnard. C'est un paysage, et dans ce paysage, il y a des vaches qui paissent. Il n'a pas appelé à son sujet, le paysage, ou paysage à Vernon, ou à je ne sais pas où, il n'a pas donné l'identification du paysage. Il a vu quelque chose de très caractéristique dans ce paysage, et c'est ces trois vaches, mais ils sont de couleur rouge. Alors, il a appelé ça les vaches rouges. Là, je vous donne un autre exemple, sous le même angle, c'est un autre paysage aussi, et dans ce paysage, il y a un petit siège, tout près de l'arbre. Et il a appelé son tableau le banc. Il n'a pas dit paysage à telle ou telle place. Le banc. Donc le plus caractéristique, c'est ça. Il faut être simple. Et le troisième, ici vous avez encore un autre paysage de Bonnard. Et il est intitulé « Femme au chien ». Parce que dans le paysage, il y a une femme qui est là, n'est-ce pas? Et devant elle, qui galope, qui court, c'est un chien blanc. Il a appelé son tableau, intitulé son tableau « Femme au chien ». Et regardez,
dans le tableau, vous avez le mouvement du chien qui est blanc, et il suit une direction devant lui, alors qu'il y a une touffe de plantes, d'arbres, de petits arbres, avec des reflets blancs qui épousent la forme et l'élan du chien qui vient par là. Donc lui, tout ce qui l'intéresse, ce n'est pas le paysage, mais ce qu'il y a de plus caractéristique dans ce paysage et qui va prendre le titre. C'est le Maintenant, si on prend par exemple dans tous les tableaux des grands maîtres, il y a toujours une allusion à la chose principale. Comme dans Cézanne, par exemple, il a fait des natures mortes. Les natures mortes, il ne les a pas appelées natures mortes aux pommes ou à la bouteille ou ci ou ça. Il a appelé un célèbre tableau au Louvre nature morte aux oignons. Ah oui. Et les oignons sont représentatifs là-dedans. Donc, vous prenez toujours le plus spectaculaire, le plus représentatif dans votre tableau et intitulez votre sujet d'après ça. Mais, OK. alors, l'art abstrait, par exemple, Oui. là, ça, c'est un jeu effrayant. Il donne des titres, des fois. Et des fois, il ne donne pas de titre. Sans titre. Ben, l'art est abstrait. Au départ, on l'affuble d'un titre aussi abstrait. Sans titre. Donc, on reste dans la gamme. On ne sait pas qu'est-ce qu'on veut peindre. Donc, résultat, on ne saura pas plus comment il faut intituler. Sans titre. Maintenant, mais il y a des peintures abstraites qui sont classées par numéro. Abstraction numéro 1, numéro 18, numéro 36. Il y a aussi des abstractions par ordre alphabétique. J'avoue, je l'ai fait moi-même. A, B, C, D, je suis arrivé à la lettre L, la dernière. On met A, B, C, D pour différencier un peu. Ça, c'est, après tout, ça peut être comme un aide-mémoire pour le peintre lui-même. Bon. Il y a aussi des substantifs à consonance philosophique. Ah oui? Il faut vous méfier de toutes ces choses-là, qui sont employées à toutes les sauces. Par exemple, genre signe magique, voix de l'au-delà, rythme dans l'infini. Allez donc savoir. Et pour répondre à votre question tantôt, Picasso, il a donné comme titre, évidemment, je m'excuse de dire le mot, mais le mot a été publié, été écrit. Eh bien, si je répète, je n'en suis pas l'auteur. Je rapporte. Il a appelé son sujet la pisseuse. Eh bien, tout le monde se gondolait dedans. Ben, on peut regarder autre chose que ça. N'est-ce pas? Alors, encore, il y a mieux. Il y en a encore pire. Picasso s'est permis de faire ça, mais un peintre italien, je tais le nom, il a fait une exposition dans une galerie des plus célèbres galeries de Milan, la Galleria di Manzoni. Elle est à 100 pieds de la Scala de Milan. C'est connu mondialement. Et un peintre, je ne dirais pas abstrait, parce que vous allez voir, il est très représentatif, très figuratif. Il est allé même jusqu'à exposer, je m'excuse, mais je le dis, ses excréments. Mon Dieu. Ah oui? Ah oui, Picasso, je ne sais pas qui est le pire jusque-là, mais Picasso, c'est Picasso, lui, par rapport à lui, c'est un sombre inconnu. Alors, c'était au milieu de la galerie, cloche de verre, environnement, n'est-ce pas? Et le titre, c'était, devrais-je le dire, la Cambronne du peintre. Je ne veux pas dire autre chose. La Cambronne du peintre. Mais les journaux en ont parlé, les critiques d'art étaient là, ils étaient tous élogieux
le génie du peintre. Et il y en avait plusieurs. Il y en avait en bas-relief, plat, il y en avait en rond, il y en avait de tout. Oh non, Stéphane. La critique était élogieuse. J'étais là, je l'ai vu, de mes propres yeux vu cette exposition à Milano. Mais, que voulez-vous? Raoul Dufy a dit une phrase célèbre. Une œuvre d'art, ça ne s'explique pas. Ça se sent. N'est-ce pas? Oui, Alors, je reste sans commentaire. je comprends. Et à propos, le titre, donc, il peut représenter, il peut orienter le spectateur. Il ne faut pas chercher beaucoup plus, il ne faut pas chercher à dire au titre ce que le peintre n'a pas pu faire dire à son tableau. Vous comprenez ce que je veux Oui. dire? Ah oui? Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Ah non, j'ai bien compris. Oui, 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 et vous avez levé la main tantôt. Ah, tantôt, c'est parce que je voulais vous poser la question. Je voulais savoir si le titre aide pour la vente d'une toile. Si le titre aide à la vente d'une toile. Oui, ça peut aider ou bien ça a un avantage quelconque. Écoutez, premièrement, ça ne devrait pas. Je viens de dire que le peintre doit tout dire dans son tableau. Ne pas laisser le mot de la fin pour son titre, pour expliquer l'obscurité qu'il n'a pas pu dévoiler, lui. Non, ça ne peut pas aider à la vente d'une Ah bon, peinture. OK, merci. Et c'est simplement, uniquement pour mettre le spectateur sur les rails. Tenez, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y avait une fois un antiquaire qui avait acheté 5 petites sculptures. 5 adorables petites sculptures d'un pied de hauteur, des nus en pied. Et il s'est dit, ces 5 sculptures, je ne vais pas perdre mon temps à les vendre une à une, je vais les vendre toutes d'un seul coup. Alors, il les a placées en demi-lune dans sa vitrine et il a mis un titre. Les 5 sens. Il voulait les vendre tous ensemble, d'un seul coup. Or, des 5 sens, il n'y a eu qu'une seule qui a été vendue. Il restait 4. Le sujet était facile à trouver. Les 4 saisons. Il appelait ça les 4 saisons. Or, des 4 saisons, il n'y a eu que le printemps qui a trouvé acquéreur. Il restait donc 3. Mais encore, le sujet est beaucoup plus simple à trouver parce que tous les peintres ont fait les 3 nus ensemble qu'on appelait les 3. Les 3 grâces. Les 3 grâces, oui, les c'est 3 ça. grâces. Rubens en a fait des 3 grâces, Renoir en a fait des 3 grâces, donc les 3 grâces. Or, il n'y en a parmi ces 3 gracieuses femmes, il n'y en a eu qu'une seule qui a pu, dont la gracieuseté a pu, la grâce a pu trouver l'acquéreur. Il est allé avec une de ces 3, l'a acheté, et il en restait 2. Le pauvre antiquaire têtu et entêté, il voulait toujours vendre le tout d'un seul coup. Il met un nouveau titre, Le jour et la nuit. Or, il n'y a que la nuit qui a trouvé acquéreur. Il restait une sculpture. Non, il n'a pas appelé le jour. Il l'a appelé tout simplement solitude. Oh, Mais, la fin de l'histoire, celui qui a acheté solitude est allé vers l'antiquaire, il lui dit, « Dites donc, monsieur, n'auriez-vous pas la paire ?» Ce qui veut dire que tout se vend, chaque chose en son temps. Il n'y a pas de peinture qui ne se vende pas. Les bonnes, bien entendu, ça se vend. Les mauvaises aussi se vendent. Il n'y a pas de mauvaise peinture tant qu'il y a des imbéciles pour les acheter. Mettez-vous ça en tête. Tout se vend. N'ayez pas peur. Mais ce n'est pas pour cette raison que vous devriez laisser vos peintures en demi-chantier. Mais non. n'est-ce pas? Bon, alors,
Maintenant, nous arrivons presque à la fin de nos émissions. Pour le titre, donc je récapitule un peu, le moins possible de mots, pas de phrases longues, comme quelqu'un qui a exposé une fois un tableau noir, tout noir. Il lui a donné comme titre « Combat de nègres dans un tunnel ». N'est-ce pas? Non, c'est faire beaucoup plus d'esprit que d'art. C'est exagéré. Alors, après le titre, nous avons fait donc notre travail, nous avons fait peinture, dessin, composition, encadrement, titre et tout. Maintenant, nous allons pour notre dernière émission, qui est la dernière, la suivante, nous allons exposer dans une galerie. Et pour exposer dans une galerie, bien entendu, il faut envoyer des invitations. Alors je vais parler. À quel moment faut-il envoyer des invitations? Comment faut-il procéder? On va accrocher nos tableaux au mur. Ça pourrait être une exposition en solo. Ça pourrait être une exposition en groupe, n'est-ce pas? Là, vous avez des obligations. Vous allez affronter le public. Vous allez vous frotter la cervelle contre celle des autres. Alors là, il y a des situations quelquefois loufoques, quelquefois étranges. Il faut savoir vous en tirer. Alors là, nous allons parler de ce sujet-là. Et croyez-moi que exposer, ce n'est pas une chose facile. Vous n'avez pas encore exposé pour la première fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux dès maintenant commencer pour avoir beaucoup plus de temps la prochaine fois. Et c'est comme ça que si vous voulez exposer, mettons, pour la première fois, vous allez faire le tour des galeries. Vous avez évidemment des renseignements. Il y a des galeries établies. Il y a des galeries qui poussent tous les jours et qui s'en vont beaucoup plus vite qu'ils ne sont venus. Là, il faut faire attention. Une galerie qui est établie, évidemment, elle a son genre de peinture. Lui, il vend tel genre. L'autre vend tel genre. Vous allez voir quel genre s'apparente, votre genre, à quel genre s'apparente, à quelle galerie, au genre de quelle galerie. Et vous allez là-bas. Et vous allez proposer votre bien. N'est-ce pas? À vous de choisir, mais souvent vous n'avez pas le choix. Moi, je crois que vous allez commencer, je parle à tous ceux qui veulent se lancer là-dedans, il faut toujours aller commencer par faire des expositions en groupe. Et exposer dans votre paroisse, là. Pourquoi pas? Allez-y. En groupe. Même on vous demande, il faut profiter de chaque occasion qui se présente. Ne dites pas, moi, je ne veux pas aller à telle place parce que moi, je suis plus grand que ça, moi, je m'estime un meilleur peintre. Donc, non. Commencez toujours au bas de l'échelle. Tout commence petit et devient grand. Tout dans la vie, sauf une seule chose, le malheur. Le malheur, il commence grand, puis après, il devient petit. À part tout ça, commencez donc petit et grandissez petit à petit. Montez les échelons, échelle par échelle. Vous allez donc commencer dans votre paroisse. Vous allez ensuite exposer, même en groupe, ailleurs. On vous demande à exposer en solo. Bon, allez-y en solo. Mais ne vous attendez pas au succès du premier coup. Le premier échec, on dit, est indispensable. Le deuxième échec est utile. Et le troisième échec en est le prix. Moi, je peux aller jusqu'à 4 et 5 et 6 échecs, mais je réussirai. Il faut toujours persévérer. Il faut la persévérance. Il faut persévérer. Mais vendre ou pas vendre, que ce ne soit pas, comme je dis, votre but. Comme ça, je me contredirai. Parce que je dis, le son, là, ok, d'accord, mais une peinture est faite pour un jour être vendue, évidemment. Si vous ne vendez pas ou vous travaillez pour ne pas vendre vos tableaux, mon Dieu, vous allez doubler la surface de votre maison pour stocker vos cadres. Il faut que ce soit vendu.
n'est-ce pas? Bon, il faut vendre, d'accord. Et c'est en vendant que vous allez vous familiariser avec d'autres mentalités, avec d'autres esprits, d'autres écoles, d'autres manières. Ça, c'est un enrichissement pour vous, évidemment. Donc, c'est ça ce que nous allons voir durant notre prochaine émission. Il y a des gens qui vont venir vous visiter votre exposition. Ils vont parler, ils vont donner leurs idées, leurs critiques, n'est-ce pas? Leur conception de la chose. Mais attention, à ce moment-là, il faut que vous soyez très prudent. Il faut, je vous dirai dans la séance, je vous donnerai des exemples, comment il faut répondre, de quelle façon il faut se placer autour de sa peinture, voir les commentaires des gens sans être vu, n'est-ce pas? Il faut rester presque anonyme. Ça, c'est dans vos débuts, évidemment. Alors, c'est pour cette raison qu'on parlera ça longuement. La prochaine fois, il me reste encore... Sylvain me fait signe que je n'ai pas beaucoup de temps, une demi-minute. Je vais en profiter pour vous donner l'adresse pour ceux qui veulent m'écrire. Même si c'est la dernière émission, ils peuvent écrire. Avec plaisir, je répondrai à leurs questions. Et l'adresse, c'est Vidéotron, Technique Picturale, 3565 rue Berry, Montréal, H2L 4G5. Alors, j'attends de vos nouvelles, ça me fera toujours grand plaisir. Et alors, d'ici la dernière émission, mesdames, messieurs, portez-vous bien. Gardez votre bon cœur et soyez généreux. Au revoir Henri-Paul, au revoir Denise et à la prochaine. Au revoir, M. Attier.